Bonjour tout le monde. Merci Bonjour. d'être présent aujourd'hui Bonjour. avec nous. On va attendre 2 petites minutes que d'autres participants nous rejoignent. Bonjour, bonjour. On va attendre une petite minute. Allez, on va y aller, ça fera venir les autres. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Siam Amokrane. Je suis directrice Customer Success chez Man & Machine et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous consacré à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction. J'en profite pour vous informer que le replay de notre dernière conférence, donc le premier rendez-vous consacré à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle pour le suivi de chantier, est disponible sur notre chaîne YouTube. Celui du jour sera également disponible à la fin de la semaine, toujours au même endroit. Alors, on va continuer. Hop. Avant de commencer, je vous informe que vous avez tous vos micros qui sont coupés, que vous avez la possibilité tout au long de la conférence de poser vos questions dans le chat qui est dédié et nous y répondrons en fin de session. Nous allons aussi ponctuer notre intervention par un sondage auquel je vous inviterai à répondre. Ce sondage nous permettra aussi de comprendre quelle position vous avez ou quelle position a votre entreprise aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer cet événement avec tout d'abord Sébastien Lucas de Future Architecture. Alors, Bonjour. Sébastien va nous présenter des outils et applications d'intelligence artificielle dédiés aux professionnels de l'architecture et en mettant en perspective leur utilisation à chaque phase d'un projet. Je suis aussi ravie d'accueillir Guillaume Autret, BIM Manager chez Groupe 6 Architectes, et donc qui partagera avec nous et avec vous les réflexions de Groupe 6 sur l'intelligence artificielle, la méthodologie qu'ils utilisent et les pratiques qu'ils envisagent de mettre en œuvre dans leur agence. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Alors, avant de commencer, un petit mot quand même sur Man & Machine. Donc Man & Machine est un groupe allemand spécialisé dans l'édition, la revente et l'intégration de logiciels CAO, DAO et BIM et PLM. Man & Machine fête ses 40 ans cette année, donc nous existons depuis 1984, pardon, et nous sommes plus de 1200 collaborateurs répartis dans le monde entier. Et nous avons notre siège à Munich. Man & Machine développe une offre de solutions logicielles et matérielles. Donc, notre principal partenaire aujourd'hui est l'éditeur Autodesk, avec lequel nous avons un partenariat Platinium et pour lequel aussi nous sommes experts élites dans le déploiement de la solution Autodesk Construction Cloud. Nous avons également des partenariats avec d'autres éditeurs qui viennent compléter l'offre Autodesk aussi. Vous les voyez, ça va être Trimble, Lenovo, Transsoft, New Format et Sophistic, qui est aussi une solution Man & Machine, puisque Man & Machine développe également ses propres solutions. Nous avons aussi bien sûr la possibilité de former et de certifier nos clients non seulement sur les solutions logicielles, mais également sur les fondamentaux du BIM par un partenariat que nous avons assez fort au niveau du groupe, mais aussi également en France avec Building Smart. Nous déployons également des services d'accompagnement sur tout ce qui est transformation digitale et intégration du BIM dans vos processus de travail. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'intéresse bien évidemment à la notion d'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre secteur.
Pour en savoir un petit peu plus sur nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn, bien sûr, à notre page YouTube aussi, qui est vraiment très riche en contenu, hein, que notre équipe technique produit de manière régulière pour répondre on va dire, aux questions, aux questionnements que vous pouvez avoir sur les logiciels et la mise en œuvre des logiciels. Nous avons un blog aussi, clairement, qui traite de toutes ces questions techniques. N'hésitez pas à le visiter sur notre site internet. Un podcast qui évoque la question du BIM du point de vue des spécialistes du secteur et qui nous racontent aussi leur retour d'expérience sur la mise en œuvre du BIM, allant de la gestion de données jusqu'à notamment aussi l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr les webinaires, hein. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes inscrit à nos webinaires, donc n'hésitez pas à suivre notre actualité pour vous y inscrire. Un petit mot de notre actualité. Donc, nous organisons aussi le 9 juillet ce qu'on a appelé le Man Machine User Group, mais qui cette fois-ci sera dédié à la visualisation, on va dire, principalement dans le secteur de la construction, donc tous les outils de visualisation qui vont être présentés par notre équipe. Et donc, cet événement se tiendra en physique, du coup, et se tiendra à Paris dans un lieu qui s'appelle le Cube à Paris. Et donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pareil, vous trouverez les informations soit sur notre site internet, soit sur notre page LinkedIn. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on va d'abord revenir donc sur la question de l'intelligence artificielle et je vais vous reposer une question qu'on avait posée dans notre premier rendez-vous et ça nous permet aussi, nous, de voir si la tendance change. Et on va vous demander comment évaluez-vous la culture IA dans votre entreprise. Donc, vous allez avoir plusieurs réponses. Donc, moi, je vais essayer de regarder sur mon panel du sondage. Voilà. Vous allez avoir plusieurs réponses. Donc, savoir pas d'IA utilisée, début de l'exploration, prospection, utilisation ponctuelle, adoption progressive et culture IA mature et intégrée dans notre stratégie. Donc, on va se donner une petite trentaine de secondes et on va voir si on confirme le sondage du mois de mars. Je crois que la tendance va être un petit peu la même. Super. Bon, ça continue un petit peu encore. Ok. Très bien. Donc, on va fermer le sondage et on va restituer un petit peu donc, les réponses. Donc, on a quand même aujourd'hui, on va dire, 38% quand même qui sont en début d'exploration, 22% en utilisation ponctuelle et 34% qui n'utilisent pas l'IA. Donc, on a quand même aujourd'hui une belle proportion de répondants qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Mais on a aussi une tendance qui se confirme, que ce soit au niveau du secteur de l'architecture, mais on va dire de tous les secteurs en général, qui est quand même un début d'exploration. Et on pourra aussi l'évoquer avec Guillaume, justement, qui vous expliquera un petit peu la méthodologie qui est utilisée chez Groupe 6. Donc, c'est très intéressant pour nous et j'espère que les informations qu'on vous apportera aujourd'hui et qu'apporteront mes invités vous seront utiles. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Alors, on va continuer. Hop. Alors, l'année dernière, donc en 2023, le monde entier a découvert l'IA générative. D'accord. Donc cette année, en 2024, nous voyons que les entreprises et les particuliers commencent à utiliser cette technologie de manière concrète et à en tirer des avantages significatifs. Dans une enquête menée par McKinsey sur l'adoption de l'IA générative et réalisée en février-mars 2024, réponse de cette enquête qui a recueilli à peu près 1400 réponses de participants représentant une variété de régions, d'industries et de fonctions, montre que 65% des répondants aujourd'hui ont déclaré que leur organisation utilise régulièrement l'intelligence artificielle générative. Donc c'est presque le double par rapport à l'année précédente. Donc ces entreprises vont adopter diverses stratégies. Donc on est vraiment, encore une fois, au stade où on explore les stratégies autour de l'IA. Et donc certaines vont utiliser des solutions prêtes à l'emploi, d'autres les personnalisent, donc personnalisent ces solutions et certains développent même leur propre modèle. Donc en fait, on voit bien que cette flexibilité montre à quel point aujourd'hui l'IA générative peut s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise. D'accord. Donc on est vraiment au début de la mise en œuvre et de l'exploration.
cette étude montre aussi que l'adoption de l'IA a littéralement explosé. C'est-à-dire que là où on parlait d'IA depuis, on va dire, par rapport à ce graphique qui va de 2017 à 2024, on voit bien qu'il y a eu une augmentation progressive de l'utilisation de l'IA, mais entre 2023 et 2024, on a quand même doublé le nombre de répondants qui utilisent l'IA et on voit bien qu'en 6 ans, plus de 72% des organisations déclarent utiliser l'intelligence artificielle alors qu'elles étaient seulement 50% auparavant. Donc cette tendance est vraiment mondiale. Les services identifiés, donc les services professionnels, et en particulier, on va voir, ont vu la plus forte augmentation de l'utilisation de l'IA. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir une utilisation personnelle, mais on a aussi l'utilisation professionnelle de l'intelligence artificielle qui a fait un bond. Et les entreprises ne se limitent plus à une seule fonction, elles intègrent l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines de leur activité. Donc en fait, on ne va pas réduire par exemple dans le domaine de l'architecture, à l'utilisation de l'intelligence artificielle juste pour générer des images ou des hypothèses. Mais il va y avoir des pistes, on va le voir, vraiment beaucoup plus élargies pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Globalement, hein, les entreprises adoptent des stratégies liées à la mise en œuvre de l'IA. Donc, elles en sont au stade de la stratégie, mais on va voir que l'IA générative est surtout aujourd'hui, en tout cas dans le sondage, adoptée là où elle peut vraiment apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle générative le fait dans 2 domaines principalement, celui du marketing et des ventes. Donc, c'est quand même aujourd'hui un levier très important pour le marketing et les ventes, mais aussi dans le développement de produits et de services. Donc, en fait, on va avoir également ce sujet-là qui va nous intéresser puisque on est plus ou moins dans le développement de produits et de services, mais les entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle là où elle peut les aider à faire la différence. Dans le secteur du marketing, on va voir qu'en fait, celle-ci va être intéressante, par exemple sur le volet analyse des données, puisque les outils comme Google Ads, par exemple, vont utiliser l'intelligence artificielle pour fournir des analyses et des insights approfondis sur les interactions des utilisateurs, et ça va aider les personnes donc, qui sont en charge du marketing, donc qui sont en charge de positionner une marque sur le marché à la prise de décision basée sur des données précises. On va avoir aussi un sujet de segmentation de la clientèle, par exemple. On peut segmenter les audiences en fonction de leur comportement et préférences, permettant des campagnes marketing plus ciblées. On va pouvoir aussi travailler sur tout ce qui est création de contenu automatisé. Il est clair qu'aujourd'hui, ChatGPT, même dans sa version améliorée, va être utilisé quotidiennement pour générer du contenu personnalisé à grande échelle. Et enfin, la génération d'images et de vidéos, donc des outils comme Midjourney qui transforment la description en images visuelles et qui peuvent enrichir ainsi les efforts marketing. De la même manière, dans le volet du design, l'IA générative transforme le design produit physique, permettant une itération plus rapide. Et ça, on va pouvoir le transposer aussi dans le domaine de l'architecture. Ça permet de stimuler l'innovation. Ça permet aussi, allant des composants de voitures au présentoir de vente, par exemple, on peut explorer plein de nouvelles idées et affiner des concepts à une vitesse quand même qu'on n'avait pas auparavant. Les designers aussi peuvent visualiser des concepts de produits avec une fidélité élevée, donc dès les premières étapes du processus de conception. Donc ça permet aussi une interaction avec le client ou avec les utilisateurs de manière assez, assez tangible et assez rapide. Pareil pour les études de marché. Aujourd'hui, l'IA n'est pas là simplement pour générer des formes, mais aussi va permettre d'étudier les comportements et de dénicher des secteurs de marché sur lesquels on n'avait pas soupçonné peut-être auparavant et qui vont nous permettre aussi de se positionner dessus. Donc en fait, tout ce qui est design produit est vraiment impacté par l'émergence de l'intelligence artificielle. Un exemple très concret, alors, qui n'est pas dans ce cadre-là, mais qui raconte cette histoire-là, vraiment cette interaction homme-machine qui rentre un petit peu plus dans le volet concret. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais donc Philippe Stark était dans une émission bien connue donc la semaine dernière. Et donc, il est revenu un petit peu sur son expérience avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir que déjà en 2019, donc Philippe Stark, en partenariat avec Autodesk, avait testé l'intelligence artificielle générative pour explorer le design d'une chaise avec cette fameuse formule « Peux-tu m'aider à reposer mon corps avec le minimum de matière et le minimum d'énergie ?» La démarche était aussi de vouloir se défaire de la notion de culture et de tradition
d'accord, et de demander à la machine de l'aide en s'affranchissant justement de toute influence et faire appel juste à la technique et à la notion d'ergonomie. Ce qui est intéressant dans ce que raconte Philippe Starr, c'est que en fait, il raconte bien que la machine a un petit peu pataugé en fait pendant plusieurs années, et donc il n'était pas satisfait du résultat qui avait été produit par la machine. Mais ce n'était pas parce que la machine ne savait pas faire, c'était parce qu'on lui avait pas donné les bons inputs, c'est-à-dire la bonne méthodologie pour travailler. Donc ça veut dire qu'en fait, la machine a bien besoin de l'intelligence humaine pour aller au bout de son calcul. Et donc, en fait, la clé a été de dire à la machine à un moment donné, arrête de travailler simplement en mode construction, mais tu as le droit de détruire aussi de la matière. Et c'est ce qui a rapidement donné un résultat très satisfaisant. Mais on va dire que voilà, c'est ça montre tout simplement qu'en fait, la machine peut beaucoup nous aider, mais il va falloir quand même de la synthèse humaine, de l'intelligence humaine qui va lui permettre aussi d'avancer dans sa façon de calculer, dans sa façon de produire du contenu, quel qu'il soit. Donc, je vous invite à aller le voir, il est en replay sur Internet. Enfin, ben voilà, alors je vais essayer d'aller assez vite parce que voilà. Mes invités en parleront mieux que moi, bien sûr, hein, nous ne pouvons plus ignorer cette vague qui déferle dans notre écosystème, mais tous les métiers de la construction vont devoir savoir tirer parti de ce phénomène technologique. Même si pour l'instant, son utilisation dans le processus de conception architecturale reste limitée, certains voient quand même en l'IA générative bien plus qu'une simple tendance. Donc, ils pensent que cela pourrait non seulement influencer la façon dont nous concevons nos bâtiments, mais aussi révolutionner, et ça j'espère qu'on en parlera dans un prochain rendez-vous, la manière dont l'architecture sera enseignée. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est formation autour de l'intelligence artificielle commence à exister, mais comment intégrer cela dans un parcours d'enseignement en école d'architecture, etc., c'est un véritable sujet. Donc, il faudra qu'on l'explore pour de prochains rendez-vous. Mais comme toute technologie révolutionnaire, bien sûr, l'IA générative va soulever aussi des questions importantes, bien évidemment. Alors, est-ce qu'elle pourra limiter la créativité des architectes? Est-ce qu'elle va supprimer des emplois traditionnels dans le secteur? Est-ce qu'il y aura des dilemmes éthiques que l'IA générative va poser? Donc, en fait, il y a également une autre enquête qui a été menée par un de nos partenaires également, donc un éditeur de solutions de visualisation, sur plus de 1200 acteurs du métier de l'architecture. Et la majorité des répondants travaillent dans de petites structures, petites et moyennes structures, et ils sont concentrés principalement aux États-Unis. Mais malgré cela, l'adoption de l'IA varie largement entre les grandes et les petites entreprises, bien sûr, avec une tendance plus forte chez les grandes entreprises pour intégrer ces technologies. Et par contre, à la question « Êtes-vous utilisateur de l'intelligence artificielle dans vos projets d'architecture ?», on a aujourd'hui quand même 46% des répondants dans le secteur de l'architecture qui répondent « oui ». Donc en fait, ça, mais qui sont, alors, est-ce qu'ils sont en exploration? On va le voir. En fait, les architectes utilisent, enfin dans cette enquête en tout cas, les architectes et les designers utilisent l'IA principalement pour optimiser les premières phases de conception, donc telles que la génération d'images ou l'idéation, bien sûr, en début de projet. Son adoption reste malgré tout un terrain d'exploration avec des défis notables, tels que l'intégration avec des logiciels existants, par exemple, parce que bon, c'est bien beau de faire de l'IA, mais comment j'intègre tout ça dans mon écosystème d'outils aujourd'hui déjà existants? Mais l'enthousiasme quand même reste assez palpable. Ils ont été aussi interrogés sur la qualité des rendus. Donc, les rendus, enfin plus de 67% des répondants ont déclaré être plutôt satisfaits des rendus, des qualités des rendus générés par l'IA, notamment aux premières étapes de conception. Maintenant, concernant les étapes suivantes, aujourd'hui, les participants sont quand même indiqués qu'en raison des préoccupations concernant la précision et le contrôle, aujourd'hui, ils sont encore un peu plus dans la réserve et qu'ils préfèrent utiliser l'intelligence artificielle dans les premières phases du projet. Plus proche de nous, Stéphane Luttard, chargé de la mission sur la transition énergétique et maquette numérique au Conseil national de l'ordre des architectes, affirme que l'intelligence artificielle va bouleverser les métiers du bâtiment et de l'immobilier. Donc en fait, même en France aujourd'hui, on s'y intéresse de très près et on va observer aussi que beaucoup d'entreprises vont commencer à se mettre en ordre de marche et à réfléchir sur des stratégies qui vont leur permettre d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus de travail. Sachant qu'aujourd'hui, malgré tout, l'intelligence artificielle va
prendre en charge des tâches répétitives, fastidieuses, celles où la valeur ajoutée de l'architecte est moindre, et donc elle va pouvoir libérer les professionnels, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier, donc le cœur qui est l'arbitrage des contraintes et la synthèse des solutions, et en fait augmenter aussi la solution de l'intelligence artificielle. Donc les machines peuvent traiter des opérations complexes, gérer une multitude de scénarios, de projets variés et sophistiqués, mais cette capacité, j'ai envie de dire auparavant impossible à réaliser, à explorer des formes à une vitesse quand même assez vertigineuse, va nous permettre quand même de repousser certaines limites, et c'est là où on va retrouver un petit peu d'enthousiasme autour de l'utilisation dans notre secteur. Bien sûr, elle ne cherche pas à remplacer l'architecte, il faut bien garder en tête que elle va juste l'assister dans son processus créatif, mais encore une fois, je pense que Guillaume et Sébastien en parleront mieux que moi. Il est clair que l'architecte, avec son expertise unique, reste maître de la contextualisation, de l'adaptation des projets, mais la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle va créer une synergie où chaque partie renforce l'autre. Et donc, ça permettra de réaliser, j'espère, des projets plus ambitieux et plus personnalisés. Alors, une question quand même qui est intéressante, il y en a deux, donc il y a la question de l'imitation et la question des droits d'auteur, malgré tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle remet sur le tapis la question de l'imitation. Donc, selon Mario Carpo, donc, qui est historien et critique d'architecture, qui a été questionné dans le magazine Architecture, mais australien, donc en mai 2024, il indique que depuis des décennies, le modernisme a prôné l'abandon de l'imitation et du style au profit de la fonctionnalité. Cependant, l'IA ramène ces concepts à l'avant-plan. Donc, il soutient bien que cette convergence stimule une nouvelle ère de créativité, combinant tradition et innovation numérique. Alors, selon lui, l'IA permet aux architectes de revisiter et de réinterpréter les styles architecturaux historiques de manière innovante. Pourquoi pas, tout en intégrant des éléments contemporains et technologiques. Donc, en fait, il est clair qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va utiliser forcément une donnée existante pour produire quelque chose de nouveau. Donc, elle va avoir une capacité à imiter de manière créative et à transférer des styles et introduire de nouveaux paradigmes dans la créativité architecturale. Bon. On sait que depuis quelques mois, certains artistes poursuivent des entreprises technologiques, clairement, aujourd'hui, affirmant que quelqu'un a plagié leur style. Donc ça, c'est une vraie question, clairement, qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on peut copier un style? Est-ce qu'un style est quantifiable, etc. Bon, c'est des choses aujourd'hui, c'est des axes aujourd'hui sur lesquels il faudra réfléchir. On n'en est qu'au début, c'est pas moi qui donnerai une réponse, mais toujours selon Mario Carpo, donc tout ce que nous disons et faisons est dans une certaine mesure basé sur quelque chose que nous avons vu, lu ou vécu. Donc bon, la question est lancée. Voilà, je pense que ça sera la réponse, on l'aura pas aujourd'hui, mais il faudra quand même se poser la question de l'imitation et du transfert de style. Et enfin, je finirai parce que je suis allée je suis pas allée assez vite. Je vais finir tout simplement sur la question des droits d'auteur parce qu'en fait, bon, bien sûr, c'est une question qui est posée. Même si l'avenir de l'architecture est prometteur, il nécessite quand même une réflexion éthique, des régulations appropriées pour en tirer le meilleur parti. Malgré ces avantages, ça soulève ces questions concernant les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Bon, peut-être que les architectes doivent s'assurer que leurs créations uniques sont protégées et que leur travail est dûment reconnu et rémunéré. Peut-être que les législateurs devront encadrer l'utilisation de l'IA pour éviter les dérives commerciales et préserver les plus-values des architectes. Bon, aujourd'hui, on peut dire que voilà, cette pratique va soulever quelques préoccupations. Pareil, on sait que l'intelligence artificielle va se nourrir de données, et donc du coup, il va falloir savoir comment on peut utiliser ces données, comment on peut utiliser des projets par des systèmes automatisés, et c'est impératif que la législation établisse des cadres clairs pour encadrer les pratiques, pour assurer encore une fois, une juste rétribution, et puis tout en garantissant que l'IA
se limite à fournir des suggestions plutôt qu'à remplacer complètement le rôle de l'humain dans le processus de conception architecturale. Donc c'est pareil, c'est une question qui est ouverte, qui est aujourd'hui pas complètement traitée, mais qui, je pense, des acteurs du monde de la conception architecturale, vont forcément travailler sur la question, et je pense qu'aujourd'hui on en est encore au stade de l'exploration et des tests, et que on a une grande aventure qui nous attend. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là et je vais surtout passer la parole à Sébastien, et on va rentrer dans un mode peut-être un peu moins théorique et un peu plus pratico-pratique. Alors. Bonjour à tous déjà. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit ton écran. Je vais juste mettre... Ça, je sais pas si on peut minimiser le webinaire là. Je sais pas. Je vais mettre en full screen où je mets... Ok. Ah, pardon. Ah non, vas-y, prends ton temps. Tout va bien pour toi? Très bien. Je coupe mon micro. Donc je me présente, moi c'est Sébastien Lucas, donc je suis un ancien architecte. J'ai été formé en tant qu'architecte à peu près en 2002. J'ai travaillé un petit peu en architecture pendant une dizaine d'années, et après je me suis reconverti plutôt du côté de l'informatique, donc je suis devenu développeur. Et plus récemment, je me suis intéressé à l'IA parce que ça faisait un pont un petit peu entre mes deux compétences et intérêts, et notamment dans le domaine de l'architecture, avec le but de créer des formations. Et donc des formations qui complètent la partie gratuite que je diffuse notamment sur YouTube. Et donc des formations en ligne qui sont déjà disponibles. Il y en a sur ChatGPT, sur l'automatisation. Il y en aura bientôt sur la partie image, et aussi des donc quand je dis en ligne, c'est-à-dire enregistrés, vous pouvez les consommer à votre rythme. Et après des ateliers et même des accompagnements sur mesure et des applications customisées. Donc si vous voulez en savoir plus sur déjà rentrer un peu dans le sujet, je vous conseille par exemple ma chaîne YouTube. Alors il y a des contenus à la fois en anglais, à la fois en français. J'essaie de couvrir un petit peu tous les champs, mais vu que c'est large pour l'instant, c'est assez spécifique, il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas, c'est un bon point de départ. Donc là, je vais rentrer un peu directement dans la présentation, et avant de commencer un peu à expliquer les usages pratiques dans l'architecture aux différentes étapes du projet, je vais prendre un petit peu un zoom arrière, et je vais vous montrer un petit peu quels sont les grands défis en fait qu'on a en architecture. Donc déjà, il y a un grand défi, mais qui est global, hein. C'est pas que l'architecture, c'est pas que le bâtiment, mais il impacte évidemment beaucoup parce que la part du bâtiment dans les émissions carbone, elle est énorme, à la fois en termes de construction, mais à la fois surtout les bâtiments habités, en fait, tout ce qui est habitation, chauffage, etc. Et donc, du coup, si on a un impact là-dessus, on a un impact global qui est évidemment très grand. Après, la deuxième chose, c'est qu'on pourrait penser qu'on construit relativement peu, notamment en ce moment, on est un peu en période de crise, notamment dans nos pays. Mais si on regarde à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, en fait, il y a toujours une construction qui est très importante. On construit à peu près l'équivalent de la ville de Paris, je crois, par semaine. Donc c'est quand même assez étonnant cette quantité de bâtis nouveaux qui est réalisée à l'échelle du monde. Et sans parler évidemment de toutes les rénovations qu'on va avoir et qu'on va forcément faire dans les prochaines années. Donc ça veut dire que même si les architectes voulaient rester au même niveau de performance, du point de vue global, on a intérêt à que le bâtiment ou la construction dans son ensemble en fait soit plus performante. Après, si on fait un zoom sur l'industrie de la construction en particulier, un élément qui est frappant et qui choque un petit peu à chaque fois, c'est le fait qu'elle augmente pas sa productivité. Alors, c'est pas forcément parce qu'on change pas de méthode, hein. Il y a le BIM qui vient, on change assez souvent finalement de méthode, mais quand même de manière relativement lente par rapport à d'autres industries. Et aussi, le facteur le plus important, c'est que si on compare l'industrie manufacturière, donc les voitures, les objets, etc., il y a beaucoup plus d'automatisation. Parce que les bâtiments, c'est un peu des one-shot, c'est un peu, on construit un bâtiment d'un seul type, il y a peu de réutilisation, et ça peut-être, donc l'IA arrive à point nommé parce que c'est une technologie qui
à mon avis, va pouvoir augmenter cette productivité et donc du coup donner plus de marge de manœuvre à toutes les entreprises du secteur, que ça soit les promoteurs, les architectes, les ingénieurs ou bien les entreprises de construction, et du coup leur permettre d'innover plus et du coup être plus performants, etc. C'est un peu un cycle vertueux. Alors maintenant, l'IA dans l'architecture et la construction, donc quels sont les cas d'usage? C'est un peu ce qu'on me demande toujours. Et déjà, c'est quoi les promesses? Donc les CM, on a parlé déjà pas mal, mais grosso modo, si je les résume, c'est l'augmentation de la productivité, à la fois au niveau individuel, si je suis un architecte, si je suis un ingénieur, ou au niveau collectif de l'ensemble du projet. Avoir des meilleures décisions, donc faire qu'on commette moins d'erreurs et qu'on détecte les erreurs plus tôt de manière à pouvoir les modifier. Améliorer la performance du bâtiment, notamment grâce à des analyses un petit peu plus en temps réel ou en tout cas plus fréquentes que ce qui se fait actuellement, et du coup pour optimiser le bâtiment au fil de l'eau. Étudier de nombreuses options, donc en tant que petites agences où on est souvent contraint par le temps, on voudrait bien en fait étudier plein d'options, mais on ne peut pas. Et grâce à l'IA, on a la possibilité de le faire. Fluidifier la collaboration, donc c'est aussi un gros problème du secteur, c'est l'organisation en silo, le fait que chaque étape, en fait, c'est des passages de relais à chaque fois, donc du coup, il y a des pertes d'informations, des erreurs, et l'IA va peut-être nous permettre de fluidifier ça. Et enfin, du point de vue global, par rapport aux clients notamment, c'est réduire les coûts et les délais, faire que dans l'ensemble, les bâtiments soient livrés en temps et en heure et au bon prix. Donc, c'est peut-être trop optimiste de penser que ça va permettre ça, mais en tout cas, il y a un problème qui est récurrent dans le bâtiment, c'est que quand on achète un bâtiment, notamment plus il est gros, moins c'est sûr, moins le prix final en fait est sûr, alors que si on achète un ordinateur, on est à peu près sûr du prix final et du délai également. Donc il y a souvent des dérapages, comme vous le savez bien. Alors maintenant, comment on utilise l'IA? Quels sont les usages? On va essayer de faire le tour en partant du début du projet, donc qui est la faisabilité. C'est-à-dire, on a un terrain, on veut savoir qu'est-ce qui est constructible sur ce terrain, on veut pouvoir créer différents scénarios, on veut pouvoir éventuellement récupérer des données urbaines pour adapter la modélisation avec des choses qu'on connaît déjà, prévoir les coûts, estimer les impacts. Donc, pour ça, il y a beaucoup d'outils. Hein. Là, la liste d'outils que je vous liste, c'est vraiment une sélection un petit peu rapide. Après, il y aura un petit zoom sur chaque étape avec un outil qui me plaît bien. C'est pas forcément le meilleur outil, l'outil le plus important, mais c'est un peu une sélection comme ça. Donc, Hectare, par exemple, c'est un outil qui permet, ce qu'on voit en haut à droite, en fait, c'est le résultat d'Hectare. Et en fait, dans tous ces outils-là, on sélectionne une zone qui correspond au terrain. Et après, il y a une modélisation qui se fait. Et du coup, il y a des hypothèses. Voilà. Après, Autodesk Format, il apporte surtout une intégration avec les données urbaines, notamment les vents, le trafic, l'illumination. Et il est complété par TestFit, donc qui est un peu similaire à Hectare, mais peut-être il va plus loin dans la modélisation. Et on peut carrément faire des plans de parking en 1 ou 2 minutes et faire un bâtiment entier même. Alors là, on peut se poser effectivement quand même la question de est-ce que ce bâtiment il n'est pas trop détaillé par rapport à notre phase, mais bon, c'est comme ça, il faut voir ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est un petit zoom sur Hectare, donc il permet de générer de la volumétrie, ça c'est une chose, et il permet d'en générer plusieurs scénarios et du coup de les comparer, notamment sur des métriques. Et c'est ça qui est important, c'est de concevoir avec les données, pas simplement avec notre hypothèse, ah oui, c'est bien de faire comme ça, mais avec des données qui sont beaucoup plus détaillées que ce qu'on peut faire à la main. Donc en gros, si je résume les avantages, c'est plus d'options, pouvoir prendre en compte les données, pouvoir calculer rapidement, etc. Et du coup, au final, avoir un début de projet qui est plus qualitatif. Et le début de projet, c'est important parce que c'est beaucoup plus dur de changer après coup quand on a pris des mauvaises hypothèses de départ. Alors après, je rentre dans quelque chose qui est un peu polyvalent, multiphase, c'est ce que j'appelle les assistants IA, pour pas dire ChatGPT, pour pas dire LLM. Alors en gros, les ChatGPT, les catégories d'IA auxquelles ChatGPT appartient, c'est ce qu'on appelle un LLM techniquement, donc un Large Language Model. Donc ça peut faire peur, c'est pour ça que je n'utilise pas trop ça. Et assistante, c'est plus générique. Pourquoi? Parce que le but de finalement de ces outils, c'est de répondre à des tâches quotidiennes, des tâches qui sont souvent pas forcément liées à la conception, à la modélisation, plus liées à la gestion de projet, aux réponses aux mails, etc. Donc là, j'ai d'ailleurs une
vidéo plus détaillée, peut-être vous pouvez partager le lien dessus, qui rentre vraiment encore plus dans le détail de tous les cas d'usage, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui est possible. Et grosso modo, je sépare entre deux types d'assistants. Les assistants non spécialisés, donc auxquels ChatGPT appartient, qui sont ils sont entraînés sur des quantités énormes de texte et ils peuvent répondre à des choses très différentes, que ça soit dans la vente, que ça soit dans le marketing, dans l'architecture. Donc, ce qui est important, c'est toujours garder en tête, c'est de bien leur donner le contexte, de dire qu'on est architecte et de préciser exactement ce qu'on veut, parce qu'ils peuvent pas savoir qui on est. Et après, pas forcément s'arrêter à ChatGPT. Il y a notamment Claude qui vient de sortir une version d'ailleurs il y a une semaine et qui est vraiment de pair à pair avec ChatGPT. Il est même mieux sur pas mal d'aspects. Et il y a Perplexity aussi qui est intéressant parce que Perplexity, il fait le mix entre Google et ChatGPT. Donc, du coup, on peut faire de la recherche de manière beaucoup plus rapide sans se perdre dans les méandres des sites qui veulent se positionner dans Google et qui, du coup, en général, dans la recherche traditionnelle, on cherche quelque chose sur Google, on doit filtrer les résultats et après, on doit explorer à l'intérieur du site ce qui nous intéresse. Tandis qu'avec l'IA comme ChatGPT, on peut aller beaucoup plus vite. Après, évidemment, il y a des IA spécialisées qui se développent. Alors, dans le domaine de l'architecture, notamment deux cas d'usage que j'ai identifiés, c'est la production de CCTP, notamment via un logiciel qui s'appelle AlgoGPT et qui fait ça. On peut le faire avec ChatGPT ou avec les autres, mais c'est plus customisé et c'est en lien avec une base de données métier d'articles de CCTP. Pareil pour le code de la construction. C'est un petit peu la même problématique. En fait, on a le code de la construction d'un côté qui est une ressource qu'il faut collecter, qu'il faut organiser, et c'est les assistants qui vont nous aider à naviguer dedans. Donc ça, c'est le graphique qui représente à peu près les principaux cas d'usage que j'ai identifiés étape par étape. Donc ça, vous retrouverez ça dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube en fait, et où je détaille un petit peu ces différents cas d'usage qui ressort d'un atelier que j'ai fait avec une trentaine d'architectes. Donc c'est assez, à mon avis, assez adapté à ce que aux tâches en gros les plus réverbatives du métier, comme par exemple générer des dossiers d'appel d'offres, comme générer des CCTP, comme mettre à jour le tableau Gantt du chantier. Voilà, c'est des cas d'usage où franchement, si ça peut être automatisé, ça va pas nous manquer en fait. Donc là, au moins, il n'y a pas de problème de dire que l'IA va prendre notre travail. On veut bien que ça soit le cas. Après, évidemment, donc là, on rentre dans les images et les rendus. Donc, on en a parlé, c'est la chose qui est la plus populaire parce que c'est facile de publier une image et tout de suite, les gens vont être étonnés par le résultat parce que c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir ces niveaux de rendu avec simplement un simple texte. Mais après, pour aller plus loin, il faut identifier en fait dans quel cas d'usage l'utiliser et quel outil utiliser pour quel cas d'usage. Donc, ce qu'on a déjà parlé, c'est trouver des idées. Donc, actuellement, avant l'IA, en fait, comment on faisait, en fait, ou comment on fait toujours d'ailleurs, on va sur Instagram, on va sur Pinterest, on va chercher des livres dans sa bibliothèque, on va dans des magazines en ligne d'architecture, on va trouver des idées et peut-être dans tel projet, on va dire, cet escalier, il est bien, je le prends, cette idée pour faire un musée, je le prends, etc. Et on combine comme une forme de collage pour démarrer et après trouver ses propres idées. Avec l'IA, on peut faire la même chose, sauf qu'on va pouvoir combiner des critères qu'on ne retrouverait pas sur un même projet. On va pouvoir dire, oui, je veux un musée avec un escalier en bois qui a une vue sur un parc arboré, etc., avec des gens dedans. Et donc, on va pouvoir avoir quelque chose de très réaliste par rapport à notre demande. Alors, ce ne sera pas totalement maîtrisé. On ne pourra pas dire, je veux quelque chose de 20 mètres par 20 mètres avec 5 mètres de haut, en tout cas de cette manière-là. Mais en tout cas, on va pouvoir aller dans le détail et même avoir des choses qui n'ont jamais été construites, en fait. Donc, du coup, découvrir des idées improbables, comme par exemple, je sais pas, une piscine dans un bâtiment néoclassique. J'en ai vu passer, j'en ai fait quelques-unes, c'est étonnant. Et avant de trouver un projet comme ça, ce sera difficile. Après, deuxième cas d'usage, c'est de faire des rendus, c'est-à-dire de remplacer le processus de rendu traditionnel. Donc, je fais une 3D assez détaillée, je l'envoie vers des modeleurs de rendu, des logiciels de rendu spécifiques, et ça prend du temps, et à la fin, j'ai un rendu très réaliste, mais ça demande de concevoir très en détail la 3D. On ne peut pas changer les matériaux de la 3D comme ça si facilement, et donc du coup, on doit faire des choix, on ne peut pas faire une 3D à toutes les étapes du projet, etc. Avec l'IA, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des rendus beaucoup plus rapidement
avec des 3D schématiques ou même des dessins ou même les cas d'exemple qu'on a vus, je ne sais pas si vous les avez vus, mais c'est du papier froissé qui fait une géométrie. Et ça, c'est des choses qui étaient totalement impossibles avec la méthode traditionnelle. Et du coup, c'est aussi un outil créatif, à mon avis. Alors, la limite par rapport à ça, c'est quel contrôle on a sur l'image finale. Et dernièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'IA évolue très vite. Au début, c'était pas possible d'avoir un contrôle fin, et depuis à peu près un an, un peu plus, il y a des plugins, notamment quelque chose qui s'appelle ControlNet, qui permet de très précisément en fait choisir les contours et après dire que l'IA, elle se charge juste de donner de la matière, mais pas de faire le bâtiment. Et du coup, comme ça, on a quelque chose de réaliste en termes de dimensionnement. Ça correspond à notre projet. Pour faire ça, il y a deux moyens. Soit on utilise des logiciels simplifiés comme LookX, par exemple, qui a des plugins notamment intégrés avec le logiciel de modélisation, Veras, ou des outils comme Architect GPT qui vont être plutôt pour les architectes d'intérieur où on va partir d'une photo existante et on va pouvoir la modifier. Et enfin, si on veut aller vraiment à fond dans le sujet, il faut s'intéresser à Stable Diffusion parce que c'est l'IA open source de prédilection qui est la plus puissante, sur lequel est basé énormément d'outils et qui permet de faire énormément de choses pourvu qu'on y prenne un peu de temps parce que c'est un peu touffu les options. Après, il y a aussi des outils créatifs. Alors, un que j'ai découvert récemment, c'est Créa. Et Créa, c'est assez étonnant. En fait, il part du principe que, en fait, il part d'une technologie qui est l'IA générative un peu en temps réel. Ça veut dire qu'on tape un prompt, par exemple chat, et tout de suite j'ai un chat. Chat roux, j'ai un chat roux, en même pas 2 secondes. Et on peut faire pareil pour l'architecture, bien sûr. Maison en bois, on a une maison en bois. Et du coup, il y a une sorte d'interaction où on pourrait carrément être chez le client avec notre tablette et mettre des prompts. Mais également, là on ne le voit pas bien parce que l'image est un peu coupée, mais en gros, il y a des formes qui permettent de faire des contrôles également. Si on veut faire une fenêtre carrée, on peut dessiner une fenêtre carrée. Donc on peut interagir entre une image, un prompt, une forme. C'est des manières de concevoir qui sont nouvelles et c'est des choses à explorer. Voilà pour l'image. Et maintenant, on passe à un autre sujet qui est la modélisation, parce que une fois qu'on a fait des belles images, on a envie de les construire, de faire des plans. Alors, on pourrait passer d'ailleurs de l'image à la modélisation directement via l'IA. Pour l'instant, j'ai pas encore. Je pense que ça va vite venir et il y a sûrement des choses qui existent, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est plutôt des logiciels de modélisation, donc qui dataient de bien avant l'IA, en fait, qui dataient de. En fait, si vous avez suivi un peu le mouvement de l'architecture paramétrique, en fait, tout ce qu'on voit maintenant de modélisation avec l'IA, c'est juste une amélioration de ces algorithmes paramétriques qui existaient déjà. Pareil pour Hectare. Hectare, que j'ai montré juste avant, la faisabilité, il y a déjà des algorithmes qui permettent de le faire de manière classique. Et l'IA va apporter sa dose d'amélioration dessus, qui n'est pas négligeable. Mais voilà, contrairement à l'image, ce n'est pas exactement la même technologie. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme outil? On avait parlé de TestFit juste avant pour la faisabilité qui pourrait rentrer aussi dans cette catégorie. Il y a Finch 3D qui est intéressant, qui est en fait la photo d'écran qu'on voit au centre, qui permet de générer des plans d'appartement, mais contrairement à… On pourrait penser que c'est un seul plan d'appartement. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo, ça pourrait être plus parlant. Mais en fait, avant de dessiner ça, il a dessiné presque 100, 200 plans d'appartement. Et les plans sont optimisés par rapport à des critères. Donc, on choisit son critère le plus important. Ça peut être, je ne sais pas, l'habitabilité, ça peut être le nombre d'appartements, ou peu importe. On ne peut pas tout optimiser en même temps. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir tester plein d'options très rapidement. Après, il y a des choses comme IPAR, par exemple, qui sont assez intéressantes où on peut décomposer la modélisation à des échelles plus petites. Par exemple, je veux créer un toit. Un toit, c'est une structure, des poutres, etc. Donc, il y a des sortes de générateurs comme ça plus fins. Et après, la limite que je vois dans ces outils actuels, en fait, c'est l'intégration avec les outils de conception plus traditionnels et plus comme Revit, comme Archicad, etc. Sachant que les outils comme ça, ils vont évoluer plus vite certainement que les logiciels BIM traditionnels. Et du coup, à un moment, il va falloir dire à quel moment je génère de la géométrie avec les autres logiciels, je les importe dans Revit, par exemple, et à un moment, je les réintègre ou pas. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont un peu en train de se faire. Là, on voit bien un petit peu avec les cercles, en fait, la manière dont ils conçoivent les géométries, notamment en… Et donc, Finch 3D, ouais, c'est vraiment un logiciel qui a l'air
intéressant et je n'ai pas encore beaucoup pu le tester, mais j'ai regardé notamment, il y a des vidéos de son fondateur. Il y a beaucoup d'outils qui sont du nord de l'Europe. Donc, si vous suivez un peu les gens du nord de l'Europe, du Danemark ou de Suède, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Après, une fois qu'on a construit, modélisé, peut-être grâce à l'IA ou aux algorithmes génératifs, on a envie de pouvoir calculer en fait. Pourquoi calculer? Parce que je pense qu'on va sortir un peu du mode où c'est l'architecte l'architecte conçoit les bâtiments suivant son inspiration. Il va faire quelques calculs comme ça de vérification, mais après il va donner le travail directement à l'ingénieur et l'ingénieur va lui pondre un dossier, il va lui dire là ça va, là faut que tu changes ça, etc. Ça c'est un peu le process traditionnel, mais le problème de ça, c'est que l'architecte il va travailler peut-être pendant 2 mois à une hypothèse qui peut être remise en cause par l'ingénieur. Alors que ce serait beaucoup plus efficace de faire, par exemple, une hypothèse de façade là, de voir que l'illumination, elle n'est pas bonne. Et alors, dans la phase 1, de modifier rapidement et d'avoir la visualisation de la modification. Et étape 2, d'avoir peut-être une IA qui optimise en fait un point particulier d'une façade. Alors, pour l'instant, ça reste émergent, hein. Il y a pas mal d'outils comme Spatio, par exemple, qui ont cette promesse-là, de pouvoir modéliser simplement dans le cloud de manière collaborative et en même temps d'avoir un feedback en temps réel de métriques qui nous intéressent, de données par rapport à l'illumination, par rapport à l'émission carbone, etc. Et il y a des outils dédiés aussi sur la partie calcul. Donc pour moi, c'est aussi un enjeu, c'est arriver à avoir une meilleure performance. On a vu au début que c'était un enjeu, que le bâtiment, il a un gros impact sur le carbone, l'émission carbone. Et donc si on peut, aux phases amont du projet, dès les esquisses ou au moins en phase de projet, avoir des retours, c'est très important. Donc, Spatio, c'est un logiciel que je vous conseille également de tester. Et après, là, je vais passer un peu plus vite sur les derniers sujets parce que ça concerne peut-être un peu moins les architectes. C'était un peu, je crois, le thème du webinaire précédent. Donc, la partie chantier, du point de vue de l'architecte, pour moi, les cas d'études, c'est surtout l'optimisation de la gestion du chantier, les comptes rendus de réunion qu'on pourrait automatiser, la récupération de photos, d'annotations qui nous permettrait d'ordonner un peu notre suivi de chantier de manière plus rapide. Et côté constructeur, il y a beaucoup de choses qui se font en lien à l'image, à la captation via des capteurs. Par exemple, on peut, avec son téléphone, en fait, mesurer la quantité de terre dans un tas de terre. On peut mesurer la quantité de produits qui sont livrés sur chantier afin d'être sûr que la livraison est bonne parce que le camion a juste 5 minutes pour se garer, des choses comme ça. Ou bien un autre cas d'étude, c'était d'avoir une caméra en haut d'un chantier qui filme en permanence ou qui fait des photos régulièrement et d'avoir du coup une sorte de plan d'avancement du chantier qui est généré par l'analyse des photos du chantier. Voilà, il y a plein de cas d'exemples, c'est assez étonnant dans la partie construction. Et dans la partie exploitation, donc pour l'instant, il y a aussi sûrement beaucoup de choses. Ce que j'ai identifié, c'est la maintenance préventive, donc le fait de pouvoir détecter les pannes et plus globalement en fait de comprendre le fonctionnement de cette machine qui est un bâtiment avec du chauffage, de l'électricité pour pouvoir l'optimiser. Il y a le cas d'exemple de Google il y a quelques années, je crois il y a presque 10 ans, qui a utilisé l'IA dans la gestion de l'électricité de ces data centers et je crois qu'ils ont économisé dans les 10-20% de la consommation électrique. Donc, sur toutes ces années, ça fait déjà énormément d'économies. Et si on l'applique à l'ensemble du parc bâti, ça peut faire un grand impact. Voilà. Après, est-ce que l'IA va résoudre tous les problèmes de la construction? Déjà, il faut prendre conscience que c'est que le début. En fait, l'IA évolue très vite. Là, notamment dans le domaine de l'IA générative de vidéo, il y a des annonces tous les 2 mois et il y a une IA qui tue la précédente, enfin qui devient la meilleure et après c'est l'autre qui prend le relais. Dans les domaines qui nous concernent, la vidéo, elle peut être intéressante à la marge, mais c'est surtout les IA qui génèrent de la 3D. Et vu que ce n'est pas une application grand public, c'est un petit peu en retrait, mais c'est quand même lié au monde du jeu vidéo, c'est quand même lié au métavers, donc qui était la proposition de Facebook il y a 1 ou 2 ans d'avoir un univers virtuel. Donc si on imagine que maintenant c'est très peu coûteux en fait de générer à la volée des 3D d'univers virtuels, évidemment, nous, en tant qu'architecte, ça va nous intéresser parce qu'on va pouvoir générer des canapés, générer des murs en briques qui sont réalistes, etc.
et également les apports de l'industrie manufacturière sur toutes les questions d'optimisation, de gestion du coût. Souvent, ils sont plus avancés que l'architecture sur ces sujets, et donc on peut avoir des apports comme ça. Alors après, est-ce que l'IA va simplifier les choses? Moi, j'ai une intuition que les technologies, les changements technologiques comme le BIM, par exemple, ont été un petit peu durs à adopter parce que voilà, c'était pas forcément évident de rentrer dans les logiciels. Il y avait toute une méthodologie à acquérir, etc. Des changements de la part des utilisateurs. L'IA va sûrement avoir une adoption beaucoup plus rapide. Parce que finalement, la difficulté, elle n'est pas technique dans l'IA, et c'est ça, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que finalement, dans mes formations, je vois que la difficulté, c'est pas tellement d'expliquer comment faire, mais plutôt à quoi ça sert. En fait, comment l'appliquer et d'avoir cette mentalité de dire, bah, finalement, c'est quoi les données d'entrée, c'est quoi les données de sortie et quelle IA peut aller de ce point A à ce point B. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut imaginer plein de cas d'usage. Et du coup, je pense qu'on va aller vers une simplification liée à l'IA et même du BIM qui est une fondation qui était très importante pour l'architecture, mais qui va devenir, à mon avis, beaucoup plus simple et applicable dans les prochaines années. Et voilà, et après, il faut aussi bien voir les limites de l'IA. Il y a des choses qui sont pas faisables et bien comprendre là où se situent les limites à un moment donné, bah, pour pas lui demander quelque chose qui est pas faisable ou quelque chose où, par exemple, si ChatGPT il dit des bêtises ou c'est juste quelque chose qu'on peut pas exploiter, bah, bien en prendre conscience. Alors, si vous voulez voir plus d'outils, être tenu au courant également des nouveaux outils que je trouve, vous pouvez suivre un lien qui sera partagé dans le chat. Alors là, j'en fais une sélection de 20. J'ai également une base de données plus importante, mais donc que je partage. Mais mon objectif, c'est pas d'avoir des centaines d'outils parce qu'on peut en collecter vraiment des milliers, mais plutôt de trouver les meilleurs pour vraiment commencer et pas perdre de temps à avoir des choses à moitié fait. Voilà. Peut-être ces outils moins populaires vont devenir dans le futur, mais c'est bien de rester avec une base solide. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie et je passe la parole donc à Guillaume pour une application pratique en agence. Merci beaucoup Sébastien, c'est passionnant. Donc oui, on attend tous tes liens dans le chat pour pouvoir poursuivre la réflexion. Alors, Guillaume, je ne te vois pas. Alors, je vais remettre ma caméra. Super. Bonjour. Bon ben, rebonjour Guillaume. Oui. Donc écoute, je vais te laisser la main. Je pense qu'on est tous aussi, après ce qu'on vient de voir, après cette fusion d'outils, je pense que ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de savoir comment poser le sujet Oui, tout à fait. et comment une agence d'architecture se positionne par rapport à tout ce qui déferle sur nous. Ok, donc pour l'instant, on voit ton bureau. Oui, je vais essayer de partager mon écran sur la partie Go to Webinar. Alors, où se trouve la partie partage? Alors, tu l'as tout en haut, tu as un petit, tu sais, tout au-dessus, tu as un petit partage, tout en haut du panel. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on voit ton écran. Très bien. Ok, super. Merci Donc, je vais Guillaume. commencer. Merci à vous. Alors, Guillaume Autrey, je me présente. Je suis architecte et BIM manager au sein de Groupe 6. Donc, je tiens à remercier Man Machine justement pour l'invitation à ce webinaire qui est sur le sujet très vaste et riche qu'est l'IA générative. Donc, je vais partager plutôt une réflexion sur l'intégration de l'IA au sein de l'agence, car ça pose énormément de questions. Nous sommes dans les prémices d'une réflexion pour intégrer ce processus de conception dans un projet d'architecture, sachant que ça pose énormément de questions, donc il faut les prendre au cas par cas. Groupe 6, c'est une agence d'architectes qui est basée à Grenoble et à Paris. Elle rassemble 140 salariés au sein des deux agences. Nous travaillons sur des projets très divers dans le domaine de la santé, de l'industrie, du tertiaire, la mobilité, les centres commerciaux
quelques projets atypiques aussi viennent compléter le tableau. Nous avons donc au sein de l'agence plusieurs corps de métier, essentiellement des architectes d'intérieur et des paysagistes. Voilà, donc historiquement, l'agence travaille essentiellement avec les produits Autodesk, les solutions AEC, donc ce qui nous amène à certains moments de projet dans l'histoire de l'agence à travailler sur des projets paramétriques. Là, j'ai pris l'exemple d'un hôtel à Varennes, qui est une conception qui a été faite en 2015. Donc, la particularité a été de concevoir une façade paramétrique, une conception augmentée et basée sur le paramétrique, avec une phase d'étude utilisée avec le logiciel Revit, Dynamo, et puis des multitudes de paramètres. Ça, c'était pour une première étape. Et donc une étape 2 sur le moyen de créer des composants adaptatifs sur un volume conceptuel et donc répartir ces ensembles de composants, une trentaine de familles, en fonction de leurs caractéristiques géométriques qui composent l'enveloppe, de créer donc un peu plus de 13 000 panneaux vitrés. Voilà, donc c'était un exemple avec des règles constructives sur des panneaux vitrés en façade. Ensuite, donc pour continuer un peu l'histoire, je fais un bond dans le temps où maintenant, depuis 2023, on commence à utiliser l'outil Forma sur la partie analyse et prédictive, donc sur Forma. Ces analyses fonctionnelles, donc des surfaces, d'ensoleillement, d'îlots de chaleur, confirment et aident à la décision sur les sujets de conception. Donc pour l'instant, l'exploitation est à son début. Donc ce qui m'amène à faire un état des lieux justement de cette partie écosystème dans l'ensemble de nos outils. Donc aujourd'hui, on peut faire un constat sur tous ces outils AEC et ces plateformes qui se connectent, avec des fonctionnalités qui sont très diverses. Maintenant se rajoutent les IA génératives. Donc on rajoute un millefeuille sur les fonctions et puis les outils. C'est pourquoi j'ai essayé de faire un constat avec ce synoptique qui montre le déploiement de notre métier et l'interaction entre eux. Donc là, on reste sur des connexions, on va dire un peu similaires, des connexions neuronales entre diverses technologies. Donc, on peut voir les espaces cloud et puis les logiciels métiers. Ensuite, donc ces outils-là nous permettent d'avoir une disposition, un regard, un angle de vue sur ce qui est possible de poursuivre dans les étapes suivantes. Donc, tout ce qui est IA générative qui peut nous aider dans nos rendus d'architectes. C'est pourquoi j'ai refait un synoptique pour faire un état des lieux sur le principe de rendu, notamment si je prends un zoom, le synoptique haut que j'ai découpé. On a aussi donc toujours une tradition de récupérer la donnée d'entrée suivant diverses technologies avec les outils AEC et donc toutes ces règles d'urbanisme, ces contraintes géographiques, etc. Peut-être une piste justement pour régler la partie données d'entrée. À partir de là, donc on peut commencer une faisabilité, une étude d'architecture. J'avais pris le croquis à la main, donc il existe toujours, hein, celui-là, et on restera toujours historiquement avec le calque et le crayon. Et maintenant, on peut même dessiner avec une tablette et donc modifier ce qu'on dessine sur une tablette, proposer à l'IA de nous proposer justement d'autres rendus. Donc, je vais aussi pas tout lister, mais j'ai essayé d'être avec une liste non exhaustive de ce qui existe, parce que Sébastien en a déjà beaucoup parlé, sur les plans d'ET, donc la génération de ces outils-là. Donc, il y a un certain nombre de plateformes externes qui nous permettent de le faire.
Et donc, c'est bien de s'y intéresser, de commencer à les utiliser pour connaître un peu l'aboutissement. Donc, la génération de plans 2D, la maquette physique, elle reste manuelle d'un point de vue humain. Le modèle 3D, la modélisation par un humain et ensuite transféré par l'IA. Donc, il existe tout un tas de plateformes, de plugins intégrés dans les outils AEC. Et puis, suivant les softs qu'on utilise aussi. Et puis, il y a les modèles 3D générés par une IA sans l'aide de l'humain. Sinon, c'est juste un texte, un prompt, quelques paramètres à donner. Donc, il y a aussi un listing de ces diverses plateformes qui proposent de traiter ces données. Voilà, ce qui m'amène à voir un peu, après ce synoptique, un état à l'instant T de ce qui se profile dans le développement de nos outils et dans la partie processus d'un projet. On peut retrouver des pistes de réflexion sur les outils, donc que ce soit sur la partie écriture avec des textes générés pour des cas d'usage très précis. Une communication d'images aussi, de projet, pour rendre l'IA gène donc, à partir des softs et à partir des prompts. Donc là, c'est pareil, donc il faut poser un peu les bases de réflexion et essayer de trouver des réflexions sur le droit à l'image, etc., qui fait quoi, le droit de l'image d'un architecte mélangé à celle d'une IA, donc c'est où va ces droits de l'image, donc le rôle des architectes, c'est toujours historiquement une question. Voilà, donc on a parlé aussi des communications de vidéo, d'expériences immersives d'un projet. Donc là aussi, il existe des plateformes et ainsi de suite. Donc là, on en est aux prémices et maintenant, il faut se donner la possibilité de les tester, de reconnaître un peu ses limites, de voir un peu les possibilités qui sont peut-être illimitées. Et voilà, donc cette technologie existe. Maintenant, à nous de nous montrer assez malin pour voir ce qu'elle peut nous rendre utile dans nos études d'architecture. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Merci Guillaume. Et du coup, je vais juste lancer une petite discussion avec toi rapidement. Donc du coup, Oui. aujourd'hui, la question n'est plus de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va l'intégrer dans nos processus de travail? On est plus vraiment dans la démarche de dire ça n'est plus un sujet, mais surtout comment on y va et qu'est-ce que, comment dire, vers quoi est-ce qu'on va tendre en fait? Oui, vers quoi? Quels sont les cas d'usage qui peuvent être utiles, qui, d'un point de vue juridique, le droit d'auteur, etc. C'est des questions de fond qu'on se pose. Donc, il faut poser les bases, trouver un cadre et l'utiliser dans le sens où on ne peut pas faire n'importe quoi, même si ça nous permet d'élargir un peu l'imagination avec ces outils-là. On a quand même des cadres bien précis dans la construction. Oui. Je prends un exemple, par exemple, générer un modèle 3D nous permet d'avoir une vision à un certain point de la phase, mais ensuite, tout le détail, toute la partie, oui, le travail de détail, etc., c'est pas fait encore. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans le métier d'architecte. Oui, parce que là, on parle de concevoir, mais c'est vrai qu'après, pousser jusqu'à produire les livrables 2D, etc., c'est peut-être encore... Enfin bon, je pense qu'il faut continuer à explorer, quoi, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et par rapport à et justement, ce qu'on a vu aussi, c'est que on va dire, vous vous autorisez d'explorer vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne fais que lister pour l'instant et ensuite tu vas arbitrer justement en tant qu'architecte, te dire par exemple dans ta liste d'IA qui vont
pouvoir t'aider à modéliser en 3D, on voit une liste quand même assez conséquente. Donc l'idée, c'est de dire, OK, on va faire comme pour les outils, on va dire peut-être les plateformes collaboratives, on va en tester quelques-uns, et puis ensuite, on va arbitrer pour dire, on va aller plus sur l'un ou sur l'autre, etc., etc. Oui, c'est comme tout, hein, les outils, il faut d'abord les tester, mais après, il faut se mettre à notre place, hein. On a une temporalité qui est très différente, parce qu'on est nombreux, etc. On ne peut pas générer une IA, ou alors il faudrait générer un bot qui peut servir au sein de l'agence, mais c'est des pistes d'abord de réflexion qu'il faut faire collectivement. Voilà. Et est-ce que tu partages le sentiment de Sébastien que personnellement moi je partage, qui dit que l'IA va déferler plus rapidement que le BIM? Alors déferler, oui, Ou en fait, va il être est déjà adopté là, plus quoi. facilement que le BIM? Oui, alors c'est possible, c'est possible. On peut imaginer sur certains cas d'usage, si je prends un exemple assez concret, hein, un infographiste qui doit rendre une image, nous, qu'on sort d'un croquis, etc., il faut l'améliorer. L'IA est là pour l'améliorer et l'infographiste est là pour le gérer. Oui, de ce côté-là, il y a un gain de temps, un profit à faire, bien sûr. Après, sur d'autres cas d'usage, encore des retours d'expérience à faire avant d'acter quoi que ce soit. Bien sûr, clairement. On a encore le temps d'expérimenter, clairement. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Donc, on va ouvrir les questions. Donc, je ne sais pas si tous nos participants peut-être ont des questions pour Guillaume et pour Sébastien. Alors, moi, j'ai déjà une question. Peut-être elle est pour toi, enfin pour vous deux. Existe-t-il des IA qui permettent de vérifier la conformité d'un projet vis-à-vis du volet sécurité ou incendie ou accessibilité, par exemple? En fait, tu vérifies ton projet par rapport à des normes finalement d'accessibilité ou de sécurité incendie. Moi, je ne t'entends pas, Sébastien. Moi, j'ai déjà eu le cas sur un plugin. Ouais. Sécurité Sur un incendie. plugin. Ouais. Il y a des IA pour vérifier le code de la construction. Donc, si on comprend la sécurité incendie dans le code de la construction, peut-être, mais pas spécifiquement. Après, il y en a. Et le problème des IA pour le code de la construction, c'est qu'elles sont pays par pays, évidemment. Et du coup, c'est plus avancé aux États-Unis, il y en a une au Canada, et on attend toujours celle en France. Enfin, je l'ai pas vue en tout cas, j'ai pas trouvé celle en France. Voilà. Moi, je pense qu'encore une fois, on va attendre et on va voir ce qui va émerger. Alors moi, j'ai une question probablement pour Guillaume, qui rejoint un petit peu peut-être ce que tu viens de dire, Sébastien. C'est avez-vous pensé à générer une base de données sur l'ensemble de vos précédents projets pour pouvoir alimenter une IA en interne? Donc c'est vrai que aujourd'hui, on se pose tous ce genre de questions. Comment je peux retranscrire mon expertise? Alors Guillaume, est-ce que c'est quelque chose en réflexion chez vous? Une base de données, quel type? Une base de données documentaire, une base de données numérique? Non, ça peut être une piste, hein, tout à fait. Hein. Sur les réflexions qu'on peut avoir sur la suite de l'utilisation de ces outils, c'est justement, suivant les cas d'usage, si on parle d'une base de données, par exemple, actuellement, c'est la maquette numérique, où on fait nos livrables et on travaille en BIM. Donc, on pourrait avoir une IA qui vérifie notre base de données maquette, les contrôles, et puis fait un rapport à un chef de projet et donc on vient améliorer notre maquette ou on demande à l'IA d'améliorer cette maquette pour être plus conforme. Oui, ça c'est une piste auquel on pourrait réfléchir. Alors après, je pense que la question elle est plus dans le sens, est-ce que demain, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui se posent cette question, de se dire, est-ce que demain je peux récolter mes données de projet dans le temps
que ce soit des données numériques ou des données que tu vas numériser. Les donner à une IA pour qu'elle puisse apprendre on va dire, du processus ou du fonctionnement de l'agence ou des partis pris souvent qui sont pris par l'agence, du type de documents qui sont produits par l'agence, etc., qui lui permettrait finalement d'être votre assistant, super assistant, qui serait le miroir de votre agence, clairement, à qui tu dirais, je sais pas, comment j'ai répondu à telle question, est-ce que j'ai déjà répondu à telle question, par exemple, pour un projet, et comment j'y ai répondu. Aujourd'hui, ouais, vas-y. Il y a différents types de bases de données, de bases de connaissances. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux. Par exemple, là, tu as dit un petit peu mes réponses par mail, j'imagine, ou par un autre canal. Oui, par un autre canal. C'est les bases de support, par exemple. Il y a déjà beaucoup d'outils pour le support où dès qu'on a posé la même question, bah, du coup, on voit une réponse. Et avant, c'était un peu basique. Je cherche dans une base de réponse, est-ce qu'elle existe, ça n'existe pas. J'envoie un message vers l'opération. Avec l'IA, on peut aller beaucoup plus loin. C'est moi? Je t'entends pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vérifier mon audio. Ça va mieux là, mais on avait une espèce de… Je pense que ça doit être un écho avec le micro, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est les bases de connaissances classiques, mais après, on peut tendre à… si par exemple, c'est des détails de construction, c'est un sujet que… C'est vrai que oui, ça peut être un cas d'usage. Hein. Retrouver un détail de construction et le mettre dans un projet pour l'utiliser, oui, ça peut être une base de données, tout à fait. C'est-à-dire, on peut tout imaginer, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la donnée qu'on utilise en entrée. Par exemple, est-ce qu'on fait une base de détails de construction? Est-ce qu'on fait une base d'échange client, une base de règles internes? Et après, voir quel outil IA peut l'exploiter. Voilà. Mais j'ai déjà des expériences effectivement d'agences qu'on fait une base de recherche dans les emails, par exemple. L'IA étend les possibilités des recherches traditionnelles, donc on peut aller plus loin. Et pour la partie image, ça c'est un autre sujet. Pour la partie image, les grosses agences qui travaillent déjà beaucoup avec Stable Diffusion, ils entraînent des IA sur leurs propres images. Donc c'est aussi une base qu'on peut exploiter, récolter les meilleures images de rendu et dire bah, je fais mon style d'agence avec ça. Avec ça, voilà. En fait, ça permet d'identifier. Enfin, je ne sais pas si c'est à l'IA de le faire, mais ça permet en tout cas d'avoir sa patte qui est confirmée sur certains projets. J'ai une question. Y a-t-il une IA qui permet de faire du planning chantier? Je crois que j'ai bien compris ta question, Lucas. Y a-t-il une IA chantier qui permet de faire du generative design de planning chantier? Peut-être tu l'as évoqué rapidement, mais je crois qu'aujourd'hui… Ouais, alors moi, le planning chantier, il y a sûrement des logiciels de gestion de projet qui intègrent l'IA, par exemple Asana, mais ce n'est pas forcément des logiciels spécialisés chantier. Mais ce qu'on a vu là en atelier, on a fait un petit test avec un outil de Gantt. Et en fait, l'idée, c'était de dire qu'on communiquait avec l'outil. En fait, on générait un tableau de modification pour l'outil de Gantt. En fait. Donc, on peut utiliser un chat GPT, par exemple, pour dire ah voilà, je viens du chantier, l'entreprise A été décalée de 2 semaines. Et sinon, la livraison de ça, c'est dans 3 semaines. Et du coup, en fait, on pouvait faire un mix entre ce qu'il y avait déjà dans le Gantt et les nouvelles données et mettre à jour le tableau comme ça. Bon, c'est un peu manuel, mais c'est pour dire que même avec des logiciels classiques, on peut imaginer comment utiliser ChatGPT de manière innovante. Voilà, ou sinon on peut très bien… tout cet aspect-là. On peut utiliser aussi ChatGPT pour nous aider, ou un LLM comme ChatGPT pour nous aider à planifier les prochaines étapes en fonction de contraintes, lui donner les contraintes et dire bah, fais-nous un planning de chantier estimatif et après l'intégrer dans nos outils. Oui, c'est ça. Bon. Alors, qui vont générer des bills of quantities de chantier qui génèrent un lien entre la 4D et la… Ouais, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, Lucas nous dit qu'il y a des IA anglo-saxonnes
qui sont basées sur des bases de données communes. Je suis désolée, moi aussi, j'entends cette espèce de gros bruit et qui permet de générer des bill of quantities de chantier en BIM IA qui génère un lien entre 4D et 5D. Mais Bon. C'est peut-être lié à l'estimation sur chantier de la quantité des produits livrés ou mis en œuvre, je ne sais pas. Mais effectivement, comme je dis, avec l'analyse d'image sur chantier, en fait, on peut en déduire des choses sur ce qui est mis en œuvre. Oui, on a vraiment des problèmes de son sur ce. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Est-ce qu'on a... Ah, j'en ai encore. Je demande à Guillaume de couper son micro. On a des petits soucis d'écho ce matin, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bah écoutez... Oui, bon, bah en fait, je crois... Ah, si. Encore une fois, existe-t-il des IA qui permettent de vérifier la conformité d'un projet? Pour ça, on a posé cette question. Tout ce qui était incendie, y a-t-il des... Non, ça y est. Bon, ben... Y a-t-il des applications Revit d'aide à la conception? Ah oui, bonne question. Guillaume, qu'est-ce que tu as trouvé côté écosystème Revit en fait? Le système Revit, l'écosystème Revit, lui, il est avec des passerelles, avec d'autres solutions qui permettent de générer sur format. Après, c'est de l'aide à la conception parce qu'on fait des analyses de surface, d'ensoleillement, acoustique. Et ce qui est le plus important maintenant, c'est, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est l'analyse de la décarbonation avec des matériaux, quoi. Donc là, je sais qu'il y a des solutions qui commencent à se développer et qui font appel donc, à des données de matériaux et leur impact environnemental. Donc ça, c'est des aides à la conception qui sont primordiales dans un projet. Pas mal fait. Mais directement dans Revit ou c'est des choses où il faut exporter en IFC ou... Alors, non, c'est dans Revit, en fait, il y a amené notre maquette Revit dans format pour ces analyses. Donc, pour l'instant, c'est bien un IFC, mais après, directement, il y a des outils avec des paramètres, on va dire, spécifiques, hein, que ce soit l'étude énergétique avec Insight, etc. Donc, oui, dans Revit, il y a quelques plugins qui permettent de le faire. L'analyse totale, automatisation, je vois par format. Hein, enfin, je pense que c'est un peu l'avenir de la conception, mais voilà. C'est un point de vue. Ok, merci. Mais de toute façon, encore une fois, je pense qu'on va voir arriver plein d'aides autour de ces logiciels de modélisation, clairement, aujourd'hui. Alors, j'avais une question, je crois que tu l'avais évoqué, Sébastien. Y a-t-il des applications d'architecture intérieure pour l'aide à la décoration ou à la rénovation? Je pense que tu avais évoqué un... Oui, il y en a. J'ai pas encore fait le tour. À la fin de la semaine, j'en saurai plus parce que je donne une formation à des archis d'intérieur justement. Mais architecte GPT, c'était un exemple. Mais en gros, soit il y a des choses qui partent de l'image, mais en version simplifiée, c'est-à-dire les archis d'intérieur, ils ont moins besoin de modéliser. Souvent, leur process, c'est qu'ils vont prendre un état actuel et ils vont dire, c'est quoi que je modifie. Donc, du coup, c'est des adaptations des logiciels d'image, mais plus simples, où on dit, moi, je veux changer ça, etc. Il y a des choses aussi qui sont liées à la prescription des matériaux, parce que pareil, les architectes intérieurs vont plus loin dans les matériaux, c'est ça qui est important, notamment reconnaître des matériaux dans des images, un petit peu comme Shazam pour le son, mais du coup pour les photos. Et du coup, ça vient compléter. Il y avait des choses qui existaient comme ça, mais il fallait que les gens prennent le temps de dire quels matériaux ils ont utilisés et tout le monde ne le faisait pas. Et donc, du coup, voilà, maintenant on peut.
Et sinon, il y a des choses qui sont liées à faire un lien entre la 3D, pareil, souvent les architectes d'intérieur font leur relevé eux-mêmes. Et du coup, c'est de faire un pont où on a directement la modélisation, après on a l'image. Donc, c'est les solutions tout en un, comme ça, il y en a aussi côté archi, mais elles sont peut-être plus crédibles côté archi d'intérieur parce que c'est vrai que c'est des missions plus simples. Donc, on peut plus facilement partir du relevé, avoir le 3D qui vient du relevé, qui vient de son téléphone, en fait. Et après, faire des images et après, éventuellement, choisir les matériaux. En fait, c'est les 3 gros volets, hein, si on résume. Voilà, donc il y a des choses, mais j'en saurai plus bientôt. Et je vais publier aussi un guide spécial, un peu comme j'ai fait pour les archis. Je vais faire archi d'intérieur. Parfait. Alors, il y avait une question, une remarque sur ton synoptique, Guillaume. Alors, je trouve le synoptique très intéressant. Cependant, il me semble qu'en règle générale, IA, BIM et autres n'associent pas les métiers archi, chantier, maîtrise d'ouvrage. Exactement. Ah, ouais. Et donc, y a-t-il cela rend les choses un peu très floues. C'est vrai qu'il faut un schéma parallèle, en fait, à côté. Comment Tu vois, en fait, ton process se connecte au process des autres intervenants, des ingénieurs, des entreprises, c'est ça? en fait, en fait, aujourd'hui, tu fais un schéma, mais plutôt orienté outils. Mhm. Tu vois, Guillaume. Et, Oui. et est-ce que tu as mis on va dire en miroir un schéma plutôt intervenant, quoi, plutôt métier, ou Pas pas encore. encore? Oui, ce serait le second synoptique. Pourquoi pas mettre en place, hein, oui, c'est vrai. Oui, parce que les intermétiers, c'est un flux, comme l'effet silo, etc., c'est un flux en permanence, hein, entre les divers métiers. Donc, ce sera le prochain challenge. Super. Merci. Alors, et alors, y a-t-il des applications? Donc, il y avait, je pense. Alors, attends, il ne faut pas que je confonde. Oui, donc à la suite de la question, je pense, y a-t-il des applications d'aide à la conception sur Revit euh, et d'aide au traitement des données BIM dans Revit pour uniformiser les types d'objets, détecter les anomalies, etc., etc. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Je crois que pour l'instant, on en parlait hier avec mon équipe, c'est rigolo. De quelque chose qui pourrait aider justement à détecter les anomalies sur Revit et quel type d'anomalie, etc., etc. Je ne sais pas si aujourd'hui cela existe. C'est vrai qu'on utilise l'outil comment dire, de détection d'interférences, etc. de Revit, mais détection d'anomalies pour l'instant, enfin, moi je sais pas, hein, je vous laisse répondre, mais je suis pas sûr que ça existe déjà. Quels sont les meilleurs? Oui, on a beaucoup de questions quand même autour de Revit. Oui, Hein. il est possible, hein. Je crois que surtout que dans Revit, on a des avertissements. Souvent, c'est ça qu'il faut régler quand on a un rendu de maquette. Donc, ces avertissements, si on pouvait avoir un assistant pour les liquider, là, on pourrait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Mais C'est après, clair. il y a une nouvelle génération de LLM qui s'intéresse plus justement au côté assistant, c'est-à-dire donner la main de son ordinateur, en fait. Du coup, on pourrait étendre ces fonctionnalités à cliquer, à la souris, etc. Et là, effectivement, on pourrait du coup gérer des logiciels comme Revit où il y a des choses manuelles à faire à la souris, en fait. Ce serait Alors aujourd'hui, je pense qu'on va de toute façon, quoi qu'il arrive, suivre l'actualité d'Autodesk sur ces sujets-là ou l'actualité de tout l'écosystème qui gravite autour de Revit pour voir s'il y a des choses qui sont intéressantes à montrer. On n'hésitera pas à les montrer, on n'hésitera pas à bien sûr voilà, les mettre en avant si ça nous semble intéressant. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu, mais il y a déjà des choses qui pointent et je pense qu'on aura des choses à dire dans les semaines et les mois qui suivent. Bon, il y avait la même question, quels sont les meilleurs plugins pour Revit pour l'IA? Donc on est encore en train de voir ce qui se passe autour de cette solution. De la même manière, des plugins pour les matériaux justement autour de Revit. Tu avais parlé, Sébastien, de solutions qui sont capables justement de traiter cette question de matériaux, mais pas forcément strictement avec Revit, quoi.
Bah, après, faut pas non plus penser que tout se situe dans Revit. À un moment, on fait des exports, on fait des imports, et c'est pas forcément, on reste pas forcément sa vie dans le même logiciel, je pense, hein, si on veut aller plus loin, quoi. Enfin, il y a sûrement des utilisations, parce que les matériaux, ouais, par exemple, il n'y a pas de photo de matériaux dans Revit, non, c'est plutôt la définition, c'est du bois, c'est du métal, donc il y a un certain niveau de définition sur lequel on va, non? Si on peut aller Si, loin. si, on peut aller assez loin dans la définition des matériaux. Après, en fait, la question qui se pose, je pense, au-delà de tout ça, comme tu disais, c'est vraiment de comment intégrer l'intelligence artificielle dans son écosystème d'outils actuel Ouais. et voir où est-ce que tu peux optimiser les outils. Peut-être, comme tu dis, tout ne devra pas se faire. Enfin, une grosse partie du travail se fera dans un logiciel de modélisation comme Revit, mais ensuite, tu pourras aller traiter les matériaux peut-être dans un autre univers ou enfin comme c'est déjà fait hein, avec des solutions de rendu ou etc. hein, aujourd'hui en temps réel Oui. ou pas Et forcément en temps après, il y a réel. tout Donc, le flux de la donnée BIM qui peut être exportée depuis Revit vers ailleurs, mais également importée vers Revit en fait. bah Donc on voilà, peut très bien dire que bah, les matériaux, c'est des objets qui sont définis ailleurs, mais après ils viennent se ranger dans la base de données d'objets. C'est possible. bah voilà. Donc des pistes, il y en a beaucoup. C'est bien, c'est passionnant. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je pense que c'était la dernière. Bah, 11h24, très bien. Nous sommes dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même revérifier une dernière fois. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui et donc d'avoir été là avec nous. Je remercie bien sûr Guillaume et Sébastien. Merci beaucoup d'avoir Merci. partagé vos expériences et votre savoir avec nous. On a hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là et d'avoir partagé votre savoir. Voilà, je donne rendez-vous à nos participants au trimestre prochain et on va explorer ensemble une autre thématique liée à l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et Bonne à très journée. bientôt. Merci, Merci, au revoir. Ah, au revoir. bon bah.